Bienvenue dans C'est Livres qui chantent, le magazine littéraire de CRTV News. Reviviscence, c'est pratiquement le recueil de poèmes qui vous est proposé aujourd'hui en découverte, en décryptage. Les mots forts, les mots qui sont empreints de poésie pour dire la vie aussi et parcourir dans le quotidien, quels que soient les espaces ou alors les questions métaphysiques. Un auteur s'est chargé de nous proposer cette musique-là. Il s'appelle Ismaël Teta. Il a son troisième recueil de poèmes. On le reçoit tout de suite. Bienvenue dans cette émission qui fait chanter les mots. Bonjour Serge. Alors, ça va très bien. Après avoir commenté l'ouvrage, comment on se sent? Ah, je suis pas une femme, mais c'est presque une délivrance au sens de l'accouchement. Au sens accouchement, voilà. Vous êtes à votre troisième, on va dire quoi, troisième accouchement pour ce qui concerne ce type de littérature. Est-ce à dire que la poésie et vous, c'est une vieille histoire? La poésie et moi, c'est presque moi. C'est ce que j'ai connu très tôt. Je suis quelqu'un qui adore la lecture et la capacité des poètes à comprimer dans un ou deux mots ce qu'on pourrait raconter toute une journée m'a séduit dès le lycée. Donc j'ai commencé à écrire des poèmes très tôt pour toutes sortes de raisons. Et c'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Alors, en quatrième de couverture, la petite présentation qui est faite de vous vous présente comme un humaniste d'âme et humanitaire de profession. Alors, est-ce que ces phrases, cette courte phrase, vous définit vraiment? On devrait peut-être dire merci à la personne qui a fait cette courte bibliographie. Humaniste d'âme, certainement. Humanitaire de profession, probablement. Et quoi sûrement? Sûrement Ismaël Teta, Oui, mais bon, vous faites tout un métier, simplement. vous êtes quelque part, vous avez au Ouais, civil. je suis dans l'humanitaire. Je travaille pour une organisation caritative, Hélène Keller International, qui s'occupe de la suivi des enfants. C'est peut-être ça qui définit ma qualité d'humanitaire, qui est ma passion et mon gagne-pain. Oui, en même temps, on peut dire que tous ces voyages, avec le cœur aussi, vous ont permis parfois de faire corps avec ces vulnérables. Non, absolument, et je pense que ça a beaucoup influencé ma poésie aussi. J'ai écrit le premier recueil, Réminiscence, à une époque où je voyageais un peu moins, dans ma jeunesse d'adulte. Et J'aime bien cette formule, ma jeunesse d'adulte. absolument, Même les premiers âges de la vie adulte. tout à fait. Donc, je n'étais pas encore confronté à ces vicissitudes des situations d'urgence, des crises humanitaires. Et j'ai des amis lecteurs qui, quand ils jettent le parallèle entre ce premier recueil de jouvence et reviviscence, qui est peut-être plus mature, en sibylline, on peut lire ce passage dans différents territoires de crise à travers le monde. Autrement dit, le poète, c'est quelqu'un qui, comme le journaliste ou le documentariste, est un voyageur, mais lui, il a une sensibilité très poussée. Difficile de comparer quand on n'est pas journaliste et quand... Mais il y a des journalistes aussi poètes, hein. Absolument, Donc, je parle de mon cas. Mais je pense qu'effectivement, il y a des similitudes. Je pense que la différence peut-être peut se trouver dans une certaine introversion des poètes qui, par nature, compriment tout dans peu de mots, ce qu'ils vivent, tandis que peut-être d'autres corps de métier, comme les journalistes, étant de tout, ayant vécu la même situation. alors quelqu'un a écrit, recueil de poèmes toujours, et ça fait même le nom d'une maison d'édition, Jet d'encre. Alors, votre jet d'encre, il part de quoi? Il part d'une inspiration pendant la nuit. Est-ce que c'est la nuit qui est le moment inspirateur
Est-ce que c'est un message qui vous vient des cieux ou du ciel? D'où vous viennent vos premiers mots de poésie? Hmm. Des cieux ou du ciel, certainement pas. Après les nuages, je crois que ça doit être très flou là-bas, donc ça m'étonnerait que l'inspiration vienne de là. De la nuit, potentiellement. Je suis, et ça peut paraître étrange, scientifique. Mes principaux écrits sont d'ailleurs plutôt des articles scientifiques dans les domaines de la santé publique et de la nutrition. Et c'est quand tout le monde est parti que j'écris. Là, je parle de la science. C'est à peu près la même chose pour mes écrits littéraires. Il faut absolument que je me retrouve seul avec moi. Et comme disait l'autre, étant d'abord un animal social, je passe la journée à faire semblant de socialiser. Et la nuit, quand je suis tout seul, quand je suis avec moi, quand il n'y a personne pour influencer ma pensée, j'écris. Alors, quand on écrit à qui, on va le savoir. Reviviscence, vous écrivez ensuite que c'est un zeste. Reviviscence avec comme un zeste de réminiscence. Dans ce recueil de poèmes, le souvenir parcourt à fleur de page hein, ces différentes déclamations. Oui, il y a tout un zeste de réminiscence qui est d'ailleurs le titre du premier recueil de poèmes et dont certains sont repris dans Reviviscence, d'où ce petit clin d'œil à réminiscence. Il y a beaucoup de passé là-dedans. Le premier thème d'ailleurs de Reviviscence, c'est l'anamnèse. Pourquoi l'anamnèse justement? Parce qu'en psychologie, ça a tout un sens, hein, l'anamnèse. Ça Ouais, parle d'idiosyncrasie, là on est dans les thèmes techniques. tout à fait. Pourquoi? Au propre comme au figuré, on est vraiment dans l'anamnèse. Pour le professionnel de la santé que je suis, l'anamnèse consiste à retracer l'histoire du patient à travers l'interrogatoire de son L'histoire, entourage, l'histoire personnelle. l'histoire du personnel, pour poser le meilleur diagnostic possible. Et l'anamnèse aussi, quand vous allez dans la Genèse, dans les livres de Dieu, c'est ce qui s'est passé avant qu'on commence Donc pour à, mieux à comprendre, écrire. il faut retourner à la source. Je le pense. Je pense que pour comprendre d'ailleurs Reviviscence, il faut lire les poèmes d'anamnèse. Ça permettra peut-être de mettre en contexte les poèmes qui suivent. Alors le premier poème, celui qui pratiquement s'offre à nous en lecture, il n'est pas très simple, hein, parce que le vocabulaire utilisé ici, on va dire qu'il est un peu trop complexe pour celui qui n'est pas habitué aux écrits aussi complexes. C'est pas de la grandiloquence, mais ce que je remarque ici, et je vais le lire dans ce qui peut être considéré comme la presque dernière strophe, commençons par la deuxième. Il a fallu que pour faire comme on fait, tu te mariasses, comble de gâchis et d'excéité, que tu enfantasses et par ricochet que tu livrasses ton cœur en anédrobiose, à la merci des acrimonies et hérésies non tiennes. Une fratrie de peu de vertu, conscient de ta précarité, entrepris de disséquer sans compétence ni anesthésie, entre paranoïa, trahison, inceste, cupidité et avarice, le pauvre myocarde a subi sans discontinu les assauts et les hoquets d'une horde de victimistes. Ce poème annonce un autre qui lui vient, c'est le troisième je crois, poser le problème un peu, et là vous me direz, si on sort du premier degré, à quoi ça renvoie? C'est une progéniture qui veut faire partir très rapidement l'ascendant, c'est-à-dire les fils qui veulent que le père meure. On voit ça parfois à mot couvert, mais parfois c'est dit de manière très ouverte. C'est quoi le premier degré et le deuxième degré là? Je pense que la poésie par essence, c'est le 10e degré. Euh, j'ai beaucoup de respect pour mes amis qui écrivent des romans, parce qu'il faut que ce soit assez détaillé. Si la poésie se fait au premier degré, ça devient de la paresse. Ouais. Mais il faut qu'on comprenne quand même, Il faut quand on entend ça, absolument. ces mots, surtout le parricide, parce que bon, là c'est plus précis encore. Oui. Le poème dont vous avez lu quelques vers
dans le titre, et avec ce cœur je vis. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. Chacun vit avec le corps qu'il a, chacun vit avec le cœur qu'il a, chacun vit avec l'entourage qu'il a. Moi, j'ai pensé De à ses l'environnement politique du Cameroun et on a suivi tous en 2020 comment bien de gens ont tué Paul Biya, par exemple. Et quand j'ai lu Parricide, je me suis dit, ah, est-ce qu'il ne renvoie pas à ça? Ces gens qui ont précipité. C'est un exemple hein, parmi les parricides. Il y a des bons en philosophie, on dit qu'il y a des parricides. L'émancipation intellectuelle, c'est la mort du père. Mais il y a des parricides un peu gênants. Est-ce que l'épisode auquel je fais allusion ne va pas dans le droit fil de ces assassinats, ces morts prononcées à la va-vite? Il y est assimilable. Le Cameroun, je le connais très peu. Ah, c'est votre Les pays, hein. réalités du Cameroun, je les connais aussi très peu. Mais à l'évidence, c'est le pays de ma naissance, c'est le pays qui m'intéresse. Tout ce qui s'y passe m'intéresse, mais évidemment, ouais, les parricides politiques, on en connaît tous les jours. Les parricides économiques, les fratricides, on en connaît tous les jours. Ouais. Alors, et puis il y a la mort. Ça, c'est un souvenir aussi. Que dire? Que dire souvenir de la disparition d'un proche. Et ces bons mots, c'était la raison d'espérer d'une jeunesse todium, titubante. Todium, ça fait penser au bandioun. C'est le todium, tout bandiounais, voilà. C'est l'étincelle de nos nuits obscures que tu as arrachées. Ô mort sournoise, nébuleuse, infecte, je te déteste de toutes mes forces, et plus encore. Ouais, je lutte souvent contre l'émotion. Ce poème, à chaque fois qu'on en parle, c'est le souvenir vivace d'un ami, justement Todium, un étudiant mort sur la route de Tchang, d'un accident évitable comme tant d'autres, et qui avait entrepris dans sa vie à lui de réunir cette jeunesse autour d'un idéal de développement. Je pense qu'il est mort très tôt, je pense qu'il est mort trop bêtement, je pense que le chauffeur était un peu ivre et fatigué, donc toutes les morts sont bêtes, celle-là l'est encore plus. Mais votre gêne par rapport à ce poème-là, c'est que vous confessez que vous n'avez pas, vous êtes incapable de regarder à partir d'une sensibilité féminine. Enfin, vous avez parlé de l'homme, et c'est difficile de se mettre à la place de la femme. C'est une manière, on va dire quoi, oblique de dire que oh, ces expériences nouvelles-là, bon, elles ont leurs limites. Tout à fait, mais peut-être la limite, c'est mon intelligence à moi, c'est mon vécu. Jonath, c'est pour moi un précis de l'amour. Hein. Je vais lire un peu aimer quand déjà on aime, doit-on? Un mécréant mécréait jadis jasant. Oh, ça c'est bien dit ça. L'amour vrai est comme hier, il ne reviendra pas. Il est unique, il se vit une fois et s'en va à jamais. Et tant qu'on ne le vit pas, on ne l'a pas vécu. L'amour vrai, mécréait-il, est comme l'alcool, il nous exhale, nous enivre, nous ridiculise et disparaît. Plus loin, comme dirait le mécréant de mon avant-dernière vie, il n'existe pas de désir d'aimer, seul existe le désir d'amour. Dans sa séquence normale, on aime avant, ensuite on désire être aimé, enfin on déclare son amour. C'est un précis de l'amour là. Hein. L'amour, mot d'emploi. Lisez les deux prochains. Ok, voilà. Erreur fatale, car il perd sa magie. Il se consolide et s'effrite au cours de la nuit, au fil des nuits. Puisque nous ne sommes plus seuls à le modéliser, il nous échappe, nous lui échappons aussi. Un oui le tue, un non l'enterre, ou vice-versa. L'amour vrai m'écriait-il l'avant-dernier, je vais lire la suite, naît à la vision, vit pendant la contemplation, meurt à la déclaration et fait son seuil
dans la relation et il fait son deuil quand? Cette dernière partie résume à mon sens la relation homme-femme ou homme-homme ou femme-femme Bon, aujourd'hui. enfin, Limitons-nous à homme-femme. sur la CRTV, nous n'encourageons pas ces expériences. C'est homme-femme. Voilà. On peut s'en tenir à ça. Je pense que les meilleurs amoureux du monde sont ceux qui ne le déclarent jamais. Je crois que si vous ne le déclarez pas, il ne mourra jamais. Une fois que vous avez dit à l'être aimé, je vous aime, vous soumettez cet amour à son jugement. Il peut vous dire, je vous aime aussi, vous continuez, mais tôt ou tard, il vous dira, bon, je vous aime un peu moins. Il peut vous dire, je vous aime pas, et ça s'arrête là. Mais vous savez vous-même que bon, ailleurs, on se déclare l'amour, on marche ensemble et tout ça, mais chez nous, on ne le fait pas trop. Et parfois, ça gêne aussi. Parfois, on a besoin de se le dire. Ce besoin tue l'amour. En tout cas, de le dire, à mon sens, ça tue l'amour. L'amour est foncièrement égoïste. Si je vois une femme, qu'elle soit à ma portée ou pas, et que je l'admire tous les jours, que Dieu a créé, la belle du registraria par exemple, vous passez devant elle tous les jours que Dieu a créé. Oui, c'est ça qui est le poème d'ailleurs, Voilà. dont un extrait est à lire dans la 4e de couverture. Je t'aime comme on aime un rêve sans espoir. Je t'aime comme on aime Dieu plein d'espoir. Absolument. Tant qu'elle ne sait pas que vous l'aimez comme vous voulez. L'amour doit être in petto. Alors on passe à autre chose là. C'est une des parties importantes. Là, elle est beaucoup plus, elle est moins dans le cœur. C'est un peu d'histoire. C'est aussi votre regard à vous. Hein. Incertitude fuligineuse et on commence par Utopie des affres de la Magna Carta. Ce poème-là nous rappelle la conférence de Berlin. Vous vouliez dire quoi dans cette piqûre de rappel? Je crois que c'est une invitation à chacun de nous. Je ne fais pas beaucoup de détours dans ce poème, et vous remarquez, j'adore faire des détours, mais dans celui-là, je vais droit au but. Je dis aux Africains, écoutez, ça s'est passé sans vous. Vous ne pouvez pas vous entretuer pour des choses qui se sont passées pour vous. Vous ne pouvez pas vous tuer pour une langue qui ne vous appartient pas. Anglophone, francophone, ça ne veut rien dire, ça a été imposé. Centrafrique, Cameroun, c'est une ligne imaginaire, etc. Les affres de la Magna Carta, la conférence de Berlin, c'est une utopie pour laquelle nous nous entretions. Il faut qu'à un moment qu'on arrête, qu'on se pose la question, d'où vient tout cela? C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas d'ennemi. Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, les Africains se trompent tellement d'ennemis que les choses fondamentales sont reléguées au second plan. Nous sommes dans un contexte camerounais, par exemple, où on parle des anglophones et des francophones, mais culturellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même peuple. C'est exactement le même peuple. Moi, j'ai sillonné le pays. Je ne vois pas de différence quand je vais de Boya à Douala. Je crois que si on laissait l'anglais, ils parleraient la même langue. Quand je vais de Bamenda à Tian, je crois que si on laissait le français, ils parleraient la même langue. Alors, ces lignes imaginaires qu'on nous a imposées depuis Berlin et qui nous font devenir chers à canon aujourd'hui, me paraissent déplorables. L'autre poème qui m'a beaucoup marqué, c'est Hécatombe du ciel. Je ne vais pas le lire là, les téléspectateurs vont le lire. Ici, ça m'a fait penser aux attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. C'est-à-dire, ce ciel, ces gens figurés en Dieu, c'est les États-Unis, soudainement en train de mordre la poussière devant une charge de terroristes. Hécatombe au ciel, oui, vous devinez juste. Le 11 septembre, j'étais dans mon bureau d'étudiant à l'Université de Montréal. J'y suis entré à 11h. À 9h, les attentats ont eu lieu autour, je crois, de 11h heure de Montréal. Et puis c'est à 17h que j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. J'étais plongé dans mon bouquin et puis la vie avait changé. L'humanité avait changé sans que des gens comme moi s'en rendent compte. Et puis
depuis le 11 septembre, je suis surpris quand même que le 11 septembre soit arrivé sans qu'on s'en rende compte. Moi, j'étais convaincu que pendant que Serge Poutet est en train de m'interviewer à ce moment, les Américains savent qu'il est en train de le faire. Donc, je ne comprends pas comment des avions ont pu les retrouver chez eux sans qu'ils le sachent. Mais dans Hécatombe au ciel, c'est pas une moquerie de l'omniscience ou de l'omnipotence américaine. C'est également une moquerie de ceux qui se sont levés pour venir faire cela, parce que tous se prennent pour Dieu, d'un côté comme de l'autre. Et je crois que ce jour-là, tous leurs dieux, le bon comme le mauvais, comme je le dis, ont échoué. Tous leurs dieux sont odieux. Absolument. Je fais comme vous, hein. J'essaie un peu de jouer avec les mots. Les confessions de Bush. Alors là aussi, c'est vous en mettez une couche. Oui, j'ai rêvé que j'ai passé une nuit avec lui. Absolument, bon, c'est faux dans tous les cas, mais un rêve, c'est permis et c'est ça la poésie. Et puis, ce sont les confessions qu'il m'a faites. Et puis, la nuit suivante, j'étais avec Ben. Oui, c'est notre prochain poème, justement. Et il m'a fait ses confessions. Et quand je mets les deux confessions ensemble, leurs dieux sont odieux. Autrement dit, le poète peut se permettre justement ce genre de choses. C'est ça que donnent les œuvres de fiction. Par l'imaginaire, vous pouvez aller loin dans l'enquête, dans la prospection ou dans l'exploration. Oui, je crois que le dernier poète qui a été pendu, ça fait très longtemps. On n'est pas comme des journalistes qui, pour ce qu'ils disent. Mais vous allez plus loin d'ailleurs, parce que le journalisme n'est pas dans l'imagination, c'est les faits. Absolument, du moment où je suis dans l'imaginaire, c'est pas imputable. Donc ici, je suis pas responsable. Vous nous proposez rencontre avec Bush, rencontre avec Ben Laden, rencontre imaginaire et des confessions qui n'auront jamais eu lieu, mais qui peuvent en dire long sur ce qui s'est passé. Oui, mais bon, dans la cosmogonie africaine, les rêves ne sont jamais anodins. Et donc, je dirais, comme dirait mon grand-père, peut-être c'est rêve, c'est la réalité, peut-être c'est pas juste de la fiction. Okay. Alors, Reviviscence, les téléspectateurs pourraient l'avoir. On n'a pas vu le nom de l'éditeur ici. En deuxième page, En deuxième page, ok. Il s'appelle comment? Afro-Livresque. Afro-Livresque, ok. L'éditeur est en Allemagne. En Allemagne, ok. Mais pourquoi pas au Cameroun? Il n'y a pas de représentation ici pour que les gens puissent... Je crois quand même que ces éditeurs ont cette maison d'édition a des racines camerounaises, ça fait le pont. Mais aussi, je découvre avec vous qui me donnez la chance aujourd'hui la réalité de la littérature camerounaise. Et donc, je n'ai pas d'opposition de principe à me faire éditer par un éditeur local. C'est juste que peut-être je n'avais pas l'information. Quels sont les poètes camerounais que vous connaissez ou dont vous lisez les ouvrages? Honnêtement, très peu. J'adore un qui ne fait pas juste dans la poésie, Balthazar. Ça doit pas être son vrai nom. Etc. Et je trouve que ses poèmes sont bien sentis. On a souvent eu l'occasion d'échanger, de discuter. Et c'est un esprit libre. Et parmi les anciens, ceux de nos études, de nos années scolaires, d'école, de lycée, ou peut-être pas forcément africains, peut-être des auteurs de la négritude, ça vous dit? Aimé Césaire? Oui, j'ai beaucoup lu Aimé Césaire. D'ailleurs, j'ai eu la chance de côtoyer de près, on va dire, ses héritiers, parce que j'ai fait Haïti pendant 2 ans, et toute la zone martiniquaise, etc., juste après le tremblement de terre, j'en parle d'ailleurs. Je trouve que ces poètes de la négritude ou ces écrivains tout court, parce qu'ils étaient plus larges et plus inspirés que la poésie, ont quand même ouvert le chemin sur ces thématiques importantes que nous devons, de façon contemporaine, nous réapproprier.
Ce sera la dernière question. Ces livres qui chantent, est-ce que la musique fait partie de votre environnement d'écriture? Est-ce que, en quoi est-ce que ces chants, ces poèmes, ou ce recueil de poèmes est un jukebox? Un ami jésuite, une fois à Montréal, a lu mon premier recueil et a commencé à le mettre en musique. Et il m'a dit, ça me prend presque rien. Je fais aucun effort parce que moi, je ne m'y connais pas trop en musique. Mais ça, c'était sa lecture et puis c'était un érudit dans le domaine. Moi, je suis un mélomane intérieur. Euh, J'adore la musique quand les paroles sont profondes, sensées, poétiques. De l'autre côté, j'adore la musique quand je comprends rien du tout de la parole. Donc, pour moi, si vous Ma question plus précise, est-ce que la musique a été là? Est-ce que vous avez eu recours à la musique pendant que vous écrivez, dans ces nuits-là? Non, pas vraiment, parce que le silence fait partie De la musique aussi. la musique aussi. J'ai écouté la musique du silence pendant que j'écrivais. Ok. Merci beaucoup d'être venu à Ces livres qui chantent nous présenter Reviviscence. C'est un recueil de poèmes. Ismaël Teta, merci d'être venu à Ces livres qui chantent. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et surtout pour cette compréhension aiguë que vous avez des choses que je croyais cachées. C'était Ces livres qui chantent. À samedi prochain.